Un homme affirme que le monde qu'il a toujours désiré se dévoile chaque fois qu'il ferme les yeux. Des journées paisibles aux batailles acharnées, voilà ce qu'il rêve depuis maintenant 17 ans. On se retrouve ensuite dans une supérette où un homme, Kang Seol, scannait une boisson. Âgé de 25 ans, il mène une vie morne, enchaînant les petits boulots après avoir grandi dans un orphelinat. Alors qu'il emballe les courses de ses clients, il écoute distraitement deux hommes discuter de leur vie amoureuse, tout en admettant intérieurement qu'il est du genre réservé et silencieux. Ses journées semblent banales, mais elles cachent un secret. Chaque nuit, depuis ses 8 ans, il fait le même rêve. De retour dans son dortoir, épuisé par une longue journée de travail, il s'effondre sur son lit en murmurant qu'il a peine réussi à tenir jusqu'au bout. Ce rêve, qui pourrait sembler effrayant pour d'autres, est pour lui un refuge unique, loin de sa réalité modeste dans une petite chambre, sans emploi stable ni perspective claire. La première fois qu'il fit ce rêve, il était enfant, à l'orphelinat. Il se souvient s'être réveillé dans un monde onirique sous un ciel nocturne magnifique, se demandant où il était, émerveillé par ce lieu inconnu. Autour de lui s'élevaient des bâtiments impressionnants, et au loin, une structure ressemblant à un château. Tandis que les portes du château s'ouvraient, une femme au masque de renard l'accueillit et le guida dans une immense salle de banquet où tous les invités portaient des masques. Un jeu étrange se déroulait. Un homme choisit un personnage appelé le Massacreur Rouge, un autre opta pour le Ranger du Vent. La femme au masque de renard annonça alors qu'un nouveau venu était parmi eux. À sa grande surprise, dans ce rêve, Seol n'était plus un enfant mais un adulte vêtu de vêtements qu'il n'avait jamais vus auparavant, un masque dissimulant son visage. Un homme portant un masque de foudre, visiblement ravi de sa présence, l'invita à s'asseoir à ses côtés. Même s'il savait qu'il rêvait, la conversation lui semblait étrangement réelle. La femme au masque de renard lui demanda comment il souhaitait qu'il l'appelle, et trouvant tout cela irréel, il répondit par son surnom, Snowman. Ce nom devint alors son identité dans ce monde mystérieux. Elle lui proposa ensuite de choisir une pièce, et une fenêtre apparut devant lui, affichant des options. Curieux, il sélectionna un rôle et un attribut pour son personnage, optant pour mage. Une figure de mage se matérialisa devant lui, et l'homme au masque de foudre salua son choix audacieux. La partie débuta. En tant que novice, Seol observa les autres joueurs agir avec une aisance déconcertante. Lorsque vint son tour, il lança les dés et choisit d'utiliser la magie de glace pour immobiliser un monstre épineux. Son bâton s'illumina d'un bleu éclatant lorsqu'il le planta dans le sol, formant une glace qui entrava la créature. Le docteur de la peste intervint ensuite, son guerrier achevant la créature d'un coup précis. L'aventure touchant à sa fin, la femme au masque de renard déclara que l'expédition était terminée pour la journée, demandant si tout le monde avait apprécié ce qu'elle appelait le monde d'éternité. Intrigué, Seol se demanda si ce nom désignait le jeu. Impressionné par sa complexité où les décisions, la stratégie et la chance façonnaient les destins des personnages, offrant une expérience hors du commun. Le docteur de la peste rit en affirmant que cette partie d'essai avait été amusante, tandis que le masque de foudre demanda à Seol s'il les rejoindrait le lendemain. Convaincu qu'il s'agissait d'un simple rêve, Seol décida de se laisser porter et accepta, marquant le début de nuit passée à explorer ce monde d'éternité en compagnie de ses mystérieux compagnons. Dans le monde réel, personne ne le croyait. À l'orphelinat, les autres enfants le trouvaient étrange et se moquaient de lui, refusant de jouer avec celui qu'ils jugeaient dérangé. Peu importe à qui il en parlait, il était confronté au scepticisme et à l'incompréhension. Bien qu'il ne leur en voulût pas, comprenant que c'était une réaction naturelle, il finit par s'isoler, stigmatisé comme menteur et incapable de s'adapter. Malgré tout, ses rêves continuèrent. De retour dans le présent, Seol se dit qu'il devrait prendre une douche et se préparer à dormir, mais son corps, épuisé, refuse de bouger. Il ferme les yeux, espérant retrouver ses compagnons déjà réunis. En un instant, il est transporté dans le paysage familier du château, où tout le monde le salue par son pseudonyme, Snowman. Les discussions s'engagent, et bien qu'il ne comprenne pas toujours tout, il écoute avec attention. La femme au masque de renard exprime son désir de l'accompagner pour la prochaine quête, mais le docteur de la peste insiste. Cette fois, Seol devra partir seul. Ce monde est pour lui le seul endroit où il se sent véritablement à sa place. Curieux des identités de ses compagnons, il préfère ne rien demander, redoutant que percer leur secret n'interrompe ses rêves si précieux. Ses amis l'encouragent à profiter de cette nouvelle aventure, et il leur sourit, reconnaissant. Mais le masque de foudre intervient pour annoncer que Sir Snowman devra entreprendre une quête en solo, une mission qui marquera la fin du grand sage dans le monde d'éternité. Le bouffon s'interroge sur cette fin supposée, et le docteur de la peste confirme. Toutes les pièces créées jusque-là, bien que remarquables, n'ont jamais atteint l'ascension, et ils espèrent briser cette limite. L'ascension, comme son nom l'indique, représente l'accès ultime aux cieux, la quête finale de cet univers. Seol réfléchit, repensant aux 17 années passées à jouer à ce jeu,
à bâtir des personnages légendaires. Ses compagnons l'idolâtrent pour ses exploits, mais il sait que tout a une fin, et celle du monde d'éternité approche. La version d'essai du jeu touche à sa conclusion, et une version officielle s'apprête à débuter. Cette transition l'inquiète. Cela signifiera-t-il la fin de ses rêves? Tandis que les autres semblent en savoir davantage, Séol choisit de ne pas poser de questions, préférant savourer ce qui reste de ce monde. Le docteur de la peste exprime l'espoir de voir l'ascension enfin réussie, mais Séol partage une pointe de déception. Il avait atteint un point où le jeu lui procurait un réel plaisir. Ayant mémorisé les moindres règles et stratégies, il se dit qu'avec un peu plus de temps, il aurait pu créer une pièce parfaite, la synthèse de tout ce qu'il avait appris. La femme au masque de renard tente de le rassurer. Même si la version d'essai s'achève, le lancement officiel transformera leur rêve en réalité. Le masque de foudre évoque leur divinité et leur soif de vengeance contre ceux qui les ont enfermés dans cette existence. Séol, perplexe, préfère ne pas s'aventurer sur ce terrain, craignant que cela ne brise l'équilibre fragile de son univers onirique. Concentré sur l'ascension, il sait que, parmi les 30 pièces qu'il a créées, seules 9 ont atteint ce stade, et cette tentative sera sa dernière chance. Lorsqu'il lance les dés, le résultat le surprend, un échec. Une annonce apparaît, expliquant que la mana a réagi de manière incontrôlable, infligeant un choc violent à Milan, son personnage. Le sage lutte pour gravir les marches de l'ascension, mais s'effondre avant d'atteindre son objectif. Une autre annonce confirme son échec. La femme au masque de renard exprime sa tristesse. C'était leur 10e tentative, et elle se termine ainsi. Bien qu'affecté, Séol commence déjà à envisager la création d'une nouvelle pièce. Lorsqu'une autre annonce lui demande s'il souhaite abandonner l'aventure de Milan, il accepte, reconnaissant que l'ascension n'est pas chose facile. Malgré les encouragements de ses compagnons, il ne peut cacher sa déception. Il avait espéré réussir cette fois. Prenant du recul, il affirme néanmoins que, malgré tout, cette expérience a été amusante. Après 17 années passées à explorer ce monde, il doit maintenant en accepter la fin. En ouvrant les yeux, une lumière vive l'éblouit. Il est de retour dans le monde réel, redevenu lui-même. Alors qu'il pense que tout est terminé, une voix familière résonne. En se retournant, il aperçoit le masque de lumière et les autres, visiblement en colère. Il lui reproche d'avoir osé les tromper en se faisant passer pour un dieu. C'est ainsi que Séol, loin de maîtriser ce qu'il croyait un simple jeu, devient lui-même une pièce sur cet immense échiquier qu'il pensait maîtriser. Séol est stupéfait. Il pensait que le monde d'éternité était terminé, que ses rêves n'existeraient plus jamais. Alors pourquoi se retrouve-t-il ici? Soudain, un collier fait d'éclairs se referme autour de son cou, une décharge brutale le parcourt, lui arrachant un cri de douleur. Une brûlure intense se répand sur sa nuque alors qu'il lutte pour comprendre l'hostilité soudaine qui l'entoure. Le masque de foudre le raille avec mépris. Comment oses-tu fuir, misérable humain? Comment as-tu osé entrer au paradis? L'assemblée semble horrifiée d'avoir partagé un espace avec un humain et clame qu'il doit mourir pour son crime. Pris de panique, Séol peine à assimiler leurs paroles. Il sent alors une poigne invisible serrer sa gorge, l'étranglant lentement. « Vais-je vraiment mourir comme ça ?» se demande-t-il, impuissant. C'est alors qu'un homme entre dans la pièce, interrompant brusquement le chaos. Tous se tournent vers lui. C'est Codon, un personnage que Séol connaît bien dans le monde d'éternité. Avec son œil paresseux et son calme autoritaire, Codon impose immédiatement le silence et invite chacun à se calmer. Séol, désespéré, espère qu'il est là pour lui venir en aide, car Codon est l'une des figures les plus influentes de cet univers. D'une voix posée, Codon propose une solution. Pourquoi répandre le sang d'un humain au paradis? Tuez-le ailleurs. Renvoyez-le là où il appartient. Mais les autres hésitent, certains murmurant des doutes. Et si nous le laissions partir? Suggère-t-il soudain. Il évoque les récents événements et, peu à peu, les murmures s'intensifient, traduisant une réflexion collective. Finalement, il se rallie à son idée. Codon décrète que Séol sera renvoyé sur Terre, mais pas selon ses propres termes. Il sera sacrifié dans un acte de folie, un dernier service pour les dieux. À ces mots, Séol sent une panique croissante l'envahir, tandis que le masque de foudre éclate de rire et relâche son emprise. « Tu n'es qu'un ver, raille-t-il. Et c'est là que tu mourras, misérable. » Ce que Séol croyait être un sauvetage s'avère être une condamnation. Codon, via télépathie, lui murmure alors « M'entends-tu, Snowman ?» Bien que confus, Séol l'écoute attentivement. Codon explique que les mondes sont en train de fusionner. Celui de Séol et celui d'éternité ne feront bientôt plus qu'un. Cette fusion, provoquée par la folie des dieux, vise à restaurer leur puissance en utilisant les épreuves et les histoires humaines comme combustible. Séol, choqué, demande ce que cela signifie. Codon élude la question et lui ordonne
Accomplis ton ultime aventure et l'ascension. Collecte autant de folie que possible, mais n'évoque jamais ces affaires célestes sous peine d'attirer l'intervention divine. Ce n'est plus un jeu, mais tu n'as pas le choix. Puis, s'adressant à l'assemblée divine, Codon conclut avec ironie. Regardez bien comment ce ver se tortille avant de mourir. Sans attendre, il pousse Séol à travers les nuages. Séol chute, emporté par une sensation vertigineuse de terreur. Il ouvre les yeux dans une obscurité totale, cherchant à tâtons le collier autour de son cou. Soulagé d'être en vie, il réalise avec effroi que ces dieux ne sont pas de simples apparitions dans ses rêves. Ils sont réels. Alors que ses yeux s'habituent à l'obscurité, un sentiment familier l'envahit. Il reconnaît l'environnement, c'est le monde d'éternité. Impossible. Je suis dans le jeu, murmure-t-il, incrédule. Un écran lumineux apparaît soudain, annonçant son arrivée à Pandéa, une région bien connue de ce monde. Ébloui par la lumière, il ferme les yeux. Lorsqu'il les rouvre, il contemple ce décor fantastique avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Une notification s'affiche. 7,9 milliards de personnes ont rejoint le monde d'éternité. Séol, abasourdi, commence à comprendre ce que Codon voulait dire par la fusion des mondes. Tout ce temps, je pensais jouer à un jeu. Mais ce n'est plus un rêve. C'est devenu la réalité. Les souvenirs des insultes qu'il a subies refont surface. Ils m'encourageaient, regardaient mes parties. Mais dès qu'ils ont découvert que j'étais humain, ils m'ont rejeté. Sa colère monte, alimentée par des années de mépris et d'indifférence, à l'orphelinat comme ici. Ces dieux ne valent pas mieux, murmure-t-il. Son regard s'assombrit. Si je dois être traité ainsi parce que je suis humain, alors j'ai le droit d'être en colère. Déterminé, Séol décide qu'il ne sera plus une victime. Je suis heureux, car désormais, je vais faire ce que je fais de mieux depuis 17 ans, m'améliorer. Je deviendrai le 31e pion ultime, et j'atteindrai l'ascension. Lorsqu'il nomme son personnage, il choisit à nouveau Snowman, un symbole de sa résilience et de sa volonté de surpasser les dieux eux-mêmes. Jusqu'à présent, Séol avait terminé 30 parties, et ce qu'il avait appris était simple. Dans ce jeu, tout comme dans la vie réelle, les paramètres de départ étaient essentiels. La classe sociale y déterminait une grande partie de la destinée. Mais cette fois, les règles avaient changé. Avec la fusion des mondes, il ne pourrait plus recréer de personnages. Un échec signifierait la fin. Réfléchissant minutieusement, il opta pour la classe d'invocateur avec l'attribut ombre, un choix atypique. Il maximisa ses statistiques en sagesse et sélectionna des talents en cuisine et en perception. Cette combinaison, bien que rare, ne brillait ni en attaque ni en soutien, mais Séol savait pourquoi il l'avait choisi. Une fois son personnage créé, Snowman fut téléporté dans le jeu. Ouvrant les yeux dans ce nouveau corps, il contempla l'environnement qui l'entourait. Comme il s'y attendait, sa première aventure fut décidée aléatoirement. L'intitulé apparut, Clair de Lune, une mission débutant dans les ruines de la Lune oubliée. Il se souvenait parfaitement de ce niveau, une fausse aventure destinée à acclimater les nouveaux joueurs. Pourtant, il connaissait la vérité. Ce lieu était un véritable cauchemar. L'aventure exigeait de progresser constamment tout en subissant des dégâts, dans un environnement truffé de pièges. Sans classe de voleur ni talent en désamorçage, Snowman se retrouvait désavantagé. Observant les ruines, il ressentit une nervosité qu'il n'avait pas anticipée. « Je me sens comme un pion sur un échiquier », pensa-t-il. Tant que je lançais les dés, tout semblait simple, mais maintenant que je suis dans le jeu, tout est différent. Devant lui, 2 leviers marquaient l'entrée du niveau. Un parchemin apparut, lui proposant plusieurs options. Forcer la porte, activer un levier, ou utiliser l'analyse pour désamorcer un piège. L'air pensif, il murmura « Rien n'a changé depuis la démo ». Ce constat le rassura. Il tira d'abord le levier de gauche, puis immédiatement celui de droite, confiant en son instinct, convaincu que ses choix étaient les bons. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un pont parsemé de symboles. Un nouveau parchemin apparut, expliquant qu'il s'agissait du premier défi, avancer en marchant sur les dalles dans le bon ordre, sous peine d'activer un piège. Cette fois, ce n'était plus un simple jeu, une seule erreur pouvait être fatale. Mais Séol savait que sa mémoire serait son plus grand atout. Se souvenant des mots inscrits à l'entrée, le lion féroce ne partage pas, la brebis docile préfère attendre, la lune bienveillante les embrasse tous, et le loup envieux chasse le lion, il déduisit l'ordre, lion, loup, lune, brebis. Pas à pas, il traversa le pont en suivant ce schéma jusqu'à atteindre l'autre côté, indemne. C'était facile, déclara-t-il avec assurance. Sa réussite lui permit de choisir une récompense améliorée. Mais il savait que ce lieu enseignait une leçon importante, connaître ses limites. Ceux qui visaient des récompenses trop grandes pour eux étaient vite ramenés à la réalité. Pourtant, il écarta cette réflexion. Ça ne me concerne pas, pensa-t-il,
avançant vers le couloir de la deuxième épreuve. Reconnaissant les lieux, il murmura « Voici l'essence des ruines ». Contrairement à la première épreuve, celle-ci ne pouvait être contournée par des astuces. Cependant, quelque chose clochait, le couloir semblait bien plus long que dans ses souvenirs. Les pièges, déclenchés aléatoirement, rendaient ses connaissances inutiles. Dans un reflet sur le mur, il aperçut une marque autour de son cou, vestige du collier électrique imposé par Lightning Mask. Serrant les dents, il grogna « Salopard ! On se recroisera !» Arrivé devant des dalles colorées, il hésita. Rouge, bleu, noir, se dit-il, avançant avec prudence. Mais à la première erreur, un piège se déclencha, blessant son bras et brisant son bâton. Haletant, il grimaça. Les choses deviennent intéressantes. Chaque pas réveillait des commentaires d'un système invisible. Certains spectateurs trouvaient la scène captivante, tandis que d'autres prédisaient sa fin imminente. Séol, cependant, ne comptait pas échouer ici. Chaque erreur aggravait sa situation. Blessé à la cuisse par une autre dalle, il laissa éclater sa frustration. Sérieusement? La dalle rouge correcte 4 fois de suite. Vraiment? Malgré la douleur et le souffle court, il continua d'avancer. Les murs, se rapprochant lentement, rendaient l'épreuve de plus en plus impitoyable. Les spectateurs, amusés, lançaient des quolibets, le pressant de se jeter dans le vide ou de faire le fou. Mais Séol, les dents serrées, se concentrait. Il savait qu'une erreur supplémentaire pourrait lui coûter la vie. Tandis que les énigmes des dalles se multipliaient et que les murs menaçaient de l'écraser, la tension atteignait son apogée. Malgré tout, une étincelle brillait dans ses yeux. Il n'avait pas dit son dernier mot. Il continua à sauter de dalle rouge en dalle rouge, provoquant la curiosité des spectateurs, qui s'interrogeaient sur sa soudaine maîtrise. Lorsqu'il posa le pied sur une dalle noire, un sourire effleura ses lèvres. Son analyse était terminée. D'après ses souvenirs, les pièges étaient conçus pour suivre un schéma répétitif. Une fois ce motif identifié 5 occurrences successives de la même couleur, tout devenait prévisible. Grâce à cette observation, il traversa le reste du pont sans encombre, laissant les spectateurs débattre de la simplicité apparente des pièges ou de leur propre inattention. Arrivé à la fin, il se retrouva devant une nouvelle récompense. Les pièges n'ayant pas excédé 10 occurrences, l'objet promis semblait encore plus précieux. Tremblant légèrement, il fixa la boîte devant lui, conscient que l'accepter lui permettrait de quitter le tutoriel. Pourtant, il ferma le poing et murmura « Je ne vais pas m'arrêter ici ». Les spectateurs, intrigués, se demandaient pourquoi il continuait malgré ses blessures. Certains plaisantèrent sur son éventuel masochisme, d'autres le qualifièrent simplement de fou. Mais Séol leva les yeux vers la porte suivante, apercevant une table d'enchantement. « Si je franchis cette porte, j'arriverai à la place de la lune », se dit-il. Les inscriptions sur la table résonnaient comme des avertissements. « Ne sois pas arrogant. Connais ta place. Reste humble. » Sans se laisser impressionner, il songea au créateur du jeu, dont l'humour trahissait un goût certain pour Kendrick Lamar. Face à 2 choix rebrousser chemin ou avancer pour se prouver, Séol posa une main ferme sur la porte. « Je ne choisirai pas la deuxième option, » murmura-t-il, déterminé. De l'autre côté, une silhouette attendait, épée à la main. Les spectateurs s'excitèrent en voyant un chevalier agenouillé, dont les yeux brillaient d'un bleu glacial. Alors qu'il se levait lentement, son regard fixe transperça Séol. « Comment oses-tu pénétrer ces lieux » déclara-t-il avant de brandir son arme. « Je prendrai ta tête. » Un sourire nerveux illumina le visage de Séol. Ça faisait longtemps, chevalier de la lune. La scène se teinta d'un éclat nostalgique, ramenant Séol dans le passé, lorsqu'il jouait au monde d'éternité avec les dieux. Ces derniers, jetant leurs dés en râlant, cherchaient désespérément une stratégie pour vaincre Karuna, le chevalier de la lune. À l'époque, ni Séol ni ses camarades ne savaient comment gérer cet adversaire redoutable, dont l'apparition marquait la fin du temple de la lune oubliée. Il existe une zone de sécurité pour éviter ces attaques, se rappela-t-il. Mais y accéder de manière fiable est presque impossible. Alors que Karuna lançait son premier assaut, Séol esquiva de justesse, conscient qu'un seul coup suffirait à le tuer. Chaque attaque de Karuna projetait une lumière lunaire brûlante, et son schéma de combat, impitoyable, avait coûté la vie à de nombreux aventuriers imprudents. Un parchemin apparut, offrant des options. Séol comprit immédiatement que les dalles colorées, similaires à celles du pont, jouaient un rôle essentiel dans ce combat. L'ordre des couleurs rouge, loup, lune, brebis était clé pour progresser. Karuna avançait rapidement, mais Séol, sans hésiter, sauta sur une dalle rouge marquée d'un lion. Chaque couleur possédait une fonction précise. Les dalles rouges diminuaient l'intensité de la lumière lunaire qui entourait l'épée de Karuna, affaiblissant ses mouvements et sa barrière. Tandis qu'il suivait le schéma,
Karuna préparait une attaque dévastatrice. Séol reconnut le coup de lune, une explosion d'énergie bleue capable de tuer instantanément. Esquivant avec une précision calculée, Séol marcha sur une dalle bleue, absorbant une partie de la lumière lunaire. Les spectateurs, abasourdis, observaient le premier humain survivre à cette attaque réputée imparable. C'est ça, la vraie méthode, pensa-t-il, continuant d'avancer sur les dalles. Karuna, bien que ralentie, ne faiblissait pas aussi facilement. Chacune de ses attaques semblait plus meurtrière que la précédente. Mais Séol, imperturbable, maintenait son rythme. Les spectateurs murmuraient que la difficulté du combat était absurde, certains critiquant son choix d'affronter Karuna plutôt que de prendre la récompense. Lightning Mask, se souvenant du passé, lui avait demandé un jour pourquoi il poussait les choses aussi loin. Parce que cette méthode est la seule bonne, avait répondu Séol avec un sourire énigmatique. Alors qu'une boule de feu, projetée depuis une dalle noire, frappait Karuna de plein fouet, Séol comprit que la fin du combat approchait. Mais il savait aussi que le véritable défi ne faisait que commencer. Un fragment d'armure glissa au sol, révélant une partie du visage de Karuna, dont le regard furieux et les mots grondants avertirent Séol de ne pas troubler la lumière lunaire. Mais Séol, indifférent aux mises en garde, continua son enchaînement implacable, passant d'une dalle rouge à une dalle noire, chaque mouvement calculé affaiblissant davantage son adversaire. La dernière boule de feu brisa l'épaule du chevalier, qui vacilla sous l'impact. Séol, concentré, murmura qu'il n'aurait pas à répéter cette stratégie indéfiniment, car Karuna, désormais vulnérable, voyait sa chair exposée. Pourtant, le chevalier, refusant de céder, prépara une nouvelle attaque mortelle. Reconnaissant immédiatement le schéma de la lame lunaire, une technique fatale d'une précision terrifiante, Séol comprit que Karuna ajoutait maintenant une variation imprévisible, le pas de lune, rendant chaque mouvement encore plus rapide et dangereux. Malgré cette montée en difficulté, Séol, déterminé à en finir, s'élança à nouveau, utilisant habilement les dalles rouges pour ralentir son adversaire et les dalles bleues pour se protéger. Tandis que Karuna ordonnait à son opposant d'apprendre l'humilité, Séol, indifférent, dansa littéralement autour du chevalier, transformant le combat en un ballet stratégique où chaque dalle jouait un rôle essentiel. Son rire ponctua l'ironie de cette confrontation, qu'il surnomma la danse du clair de lune. Lorsqu'il atterrit sur une dalle noire marquée d'un mouton, une boule de feu jaillit et frappa Karuna en plein casque. Désarmé et à genoux, le chevalier révéla sa véritable identité, celle d'un elfe dévoué, murmurant des excuses à son maître pour son échec. Une dernière attaque atteignit sa poitrine, et son corps s'effondra, marquant la fin du combat. Séol poussa un soupir de soulagement, conscient d'avoir franchi la dernière porte des ruines de la lune oubliée. À présent, face à une nouvelle sélection de récompenses, il prit un moment pour apprécier ses succès, se remémorant les paroles de Lightning Mask et son questionnement sur la nécessité de ce combat. Avec une conviction inébranlable, Séol répondit intérieurement que s'échapper n'était jamais une solution. Alors qu'il tendait la main vers l'ombre de Karuna, un murmure s'éleva. « Serre-moi ». Une aura sombre enveloppa le chevalier déchu, le consumant tandis qu'un parchemin confirmait la réussite de Séol. Il avait invoqué l'ombre du chevalier lunaire Karuna. Bien que cette invocation ne représentât qu'une fraction de la puissance originale, sa force restait impressionnante, suscitant l'admiration des spectateurs, captivés par cet exploit rare. Avec triomphe, Séol ouvrit le légendaire coffre lunaire, découvrant une multitude de trésors, des équipements imprégnés de lumière lunaire, des potions d'or, des points de compétence, et au sommet, l'épée du clair de lune, une arme augmentant considérablement la puissance des attaques lumineuses. Sans hésiter, il la confia à l'ombre de Karuna, maximisant ainsi son efficacité. Il expliqua alors les spécificités des invocations d'ombre, une discipline unique permettant à ses serviteurs de progresser et de s'équiper, un investissement certes exigeant, mais promettant des résultats incomparables à long terme. Avec soin, il répartit ses points de statistiques, accordant une priorité à la sagesse, une qualité cruciale influençant non seulement la loyauté de ses invocations, mais aussi l'efficacité de ses compétences et le succès des résurrections. Parmi ses gains, il trouva un sceptre amplifiant la sagesse et un artefact légendaire, le siège de la lune, dont l'optimisation promettait d'accroître ses capacités. Un nouveau titre, celui qui a fait tomber la lune, lui fut également attribué, renforçant ses attaques liées à la lumière lunaire. Alors qu'une colonne de lumière l'enveloppait, signalant le début de sa prochaine aventure, Séol se retrouva face à un nouveau défi, infiltrer la tribu des trolls des molaires de roche, affaiblir leurs chefs brutaux et survivre à une mission au péril de sa vie. Malgré l'urgence, son esprit resta aiguisé, prêt à affronter les montagnes hostiles et les gardes qui s'y dressaient. Mais un coup du sort changea la donne. Un message système l'informa que tous les membres de son équipe étaient morts, le laissant seul face à ce défi démesuré. Peu de temps après, Séol arriva près d'un poste de garde qu'il apercevait au loin. Alors qu'il avançait, une scène macabre se dévoila.
les corps sans vie des membres de son équipe. Frustré mais déterminé, il s'approcha et examina leurs dépouilles. L'équipe, composée d'un prêtre, de 2 combattants en première ligne et d'un archer, semblait avoir été parfaitement équilibrée, mais leur manque de connaissances face aux dangers de cette quête avait scellé leur destin. Murmurant qu'il était inutile de pleurer sur du lait renversé, il détourna son attention pour se concentrer sur les prochaines étapes. En atteignant le poste de garde, son regard se posa sur un drapeau vert flottant au sommet d'un mât. Ce symbole, utilisé uniquement lors de rares occasions par la tribu des Molaires de Roche, indiquait une demande de bénédiction à Tancride, le dragon de la terre, souvent pendant le festival de la moisson. Observant les environs, Séol réalisa que ce poste représentait le plus bas niveau hiérarchique de la tribu. Désormais seul, il n'avait d'autre choix que de réfléchir soigneusement à la meilleure stratégie pour poursuivre son objectif. Séol fit apparaître un parchemin, qui lui proposa différentes options pour aborder le village de la tribu. Après avoir consulté le temps restant avant l'échéance de sa mission, il se fixa un objectif clair: surmonter cette aventure en solitaire et décrocher la meilleure récompense possible. Conscient que le monde d'éternité réagissait directement aux actions des protagonistes, influençant leur environnement et leur quête, il savait que chaque décision devait être calculée avec précision. De retour dans la forêt, il analysa la première option: attaquer les maisons de la tribu une par une, en commençant par les plus faibles. Bien que réalisable, cette approche était risquée, même avec le soutien de Karuna, son invocation. La seconde option, consistant à tendre la nuit pour mener des raids, semblait théoriquement avantageuse, mais l'isolement de Séol la rendait inefficace. Finalement, il opta pour une troisième voie: explorer les environs pour recueillir des informations, notamment sur les exilés de la tribu. La région comprenait 5 sommets montagneux. Le plus élevé abritait le village principal de la tribu, tandis que les autres étaient occupés par diverses factions. Séol supposa que les exilés se cachaient probablement sur le plus bas des sommets, un refuge naturel pour se bannir de la société. Alors qu'il progressait prudemment, un tintement de cloche résonna soudainement. En baissant les yeux, il découvrit un piège rudimentaire dont le bruit, amplifié par magie, était suffisant pour alerter les environs. Cette découverte confirmait la présence de quelqu'un à proximité. Une voix, surprise, brisa le silence. « Un humain? Qui es-tu » Séol avança prudemment, déclarant qu'il n'avait aucune intention hostile. L'être en face de lui, un troll méfiant, le fixait avec une nervosité palpable. « Tu restes un humain. Que fais-tu ici? Pourquoi te rapproches-tu? Ne m'approche pas, lança-t-il. Séol, remarquant quelque chose d'étrange dans son comportement, lui demanda calmement s'il était malade. Le troll, visiblement choqué, finit par avouer: « Tu vois ces bulles sur mon corps? Ce sont les marques de ma maladie, contagieuse. C'est pour ça que tu dois rester loin. » Malgré l'avertissement, Séol insista pour en apprendre davantage, intrigué par l'histoire du troll. Après une hésitation, ce dernier baissa sa garde et l'invita dans sa hutte, le prévenant toutefois des risques d'infection. À l'intérieur, Séol découvrit des fournitures éparpillées et quelques livres, tandis que le troll lui offrait du thé au goût douteux, que Séol déclina poliment, préférant écouter son récit. Le troll expliqua qu'une maladie endémique, apparue il y a des générations, avait décimé les trolls des montagnes rocheuses. Pour contenir la propagation, la tribu des Molaires de Roche exilait systématiquement toute personne infectée. « Es-tu ici parce que tu as été exilé » demanda Séol. Le troll secoua la tête. « Non, c'était ma mère. Elle a été bannie alors qu'elle était enceinte de moi. Rejetée malgré ses supplications, elle avait élevé son enfant en exil, nourrissant une rancune profonde envers la tribu qui l'avait condamnée. En grandissant, le troll contracta la maladie et hérita du désespoir de sa mère, qui souhaitait l'anéantissement total de la maladie, de la tribu et même de son propre fils. Séol, intrigué, demanda si la maladie était incurable. Le troll expliqua qu'il avait étudié sans relâche, maîtrisant même la langue des humains grâce à la sorcellerie, et avait découvert qu'un remède existait. Toutefois, l'ingrédient principal, un champignon rare appelé champignon doigt de cadavre, poussait sur des falaises inaccessibles à cause de sa faiblesse. Voyant une opportunité, Séol proposa d'aller chercher l'ingrédient lui-même. Le troll, surpris, esquissa un sourire pour la première fois depuis longtemps et lui assura que, s'il réussissait, il lui serait redevable et l'aiderait dans toutes ses entreprises. Dehors, Séol se mit à courir à travers la forêt, son esprit envahi par des pensées tourbillonnantes. Cette quête secondaire, bien qu'imprévue, pourrait avoir un impact décisif sur son aventure. Gagner la confiance du troll, connu comme le délaissé, signifiait obtenir un allié d'une rare puissance. Cependant, chaque seconde comptait. Alors que le soleil déclinait, il atteignit l'une des falaises, mais n'y trouva rien. Le chat virtuel, qui observait ses actions, s'emporta immédiatement. Il est fichu.
C'est fini pour lui, c'est sûr. Pourtant, Séol ne perdit pas espoir. Des souvenirs remontèrent à la surface. 17 ans plus tôt, lorsqu'il avait débuté sa toute première aventure dans le monde d'éternité, il avait découvert cette même quête du délaissé. À l'époque, son choix de personnage, un sorcier fragile et inexpérimenté, l'avait conduit à une chute fatale alors qu'il cherchait ce champignon. Cet échec, gravé dans sa mémoire, était devenu une leçon douloureuse. Assis au bord de la falaise, épuisé mais résolu, il se remémora une particularité cruciale. Le champignon rare n'apparaissait qu'à la tombée de la nuit, lorsque le crépuscule enveloppait la montagne. Alors qu'il attendait patiemment, un bruit de creusement retentit soudainement. Tous retinrent leur souffle. Séol, lui, avait anticipé ce moment. Des rochers se détachèrent, révélant une pousse mystérieuse. Le corpse Finger Musrom venait d'émerger. Posant son front contre son bâton, il remercia intérieurement les longues heures passées à étudier le monde d'éternité. Dans un geste calculé, il invoqua des mains spectrales, un sortilège propre à sa classe d'invocateur d'ombre. Ses mains descendirent lentement le long de la falaise pour atteindre le champignon. Bien que cette capacité paraisse simple, sa maîtrise exigeait une grande précision, et Séol, à sa première tentative, échoua. Les moqueries des observateurs ne tardèrent pas, il n'y arrivera jamais. Refusant l'échec, il se concentra davantage, ajustant son contrôle avec minutie. Cette fois, les mains saisirent délicatement le champignon et le remontèrent sans encombre. Un soupir de soulagement traversa Séol, tandis qu'il contemplait sa réussite. Mais au moment où il rangeait son précieux ingrédient, une lumière scintillante attira son attention. Sur un arbre voisin, une inscription apparut, signalant l'activation d'un événement caché, une montre de poche perdue. L'objet, abandonné, portait des symboles mystérieux, laissant deviner une histoire fascinante. Curieux, Séol utilisa ses mains d'ombre pour récupérer la montre, ce qui déclencha un flot de commentaires amusés parmi les observateurs. Il est vraiment gourmand. Pendant ce temps, dans la forêt, le troll Maël contemplait un chaudron bouillonnant. Des doutes l'assaillaient. Pouvait-il réellement faire confiance à un humain? Il se méfiait de l'espoir, un sentiment qu'il avait trop souvent vu se transformer en désillusion. Ses pensées dérivèrent vers un souvenir douloureux. Sa mère, sur son lit de mort, exprimant son souhait que tout disparaisse, la tribu, la malédiction, et même lui, son propre fils. Marqué par ces paroles, Maël n'avait jamais cessé de croire en une possible guérison. Année après année, il avait étudié des livres abandonnés par des humains tués par sa tribu, apprenant leur langue malgré les difficultés. Il avait réussi à élaborer un début de traitement, mais sa maladie progressait plus vite que ses recherches. Incapable de récupérer le champignon nécessaire, il s'interrogeait sur le bien-fondé de sa décision de confier cette tâche à un humain. Un bruit dans les bois le tira brusquement de ses pensées. Relevant la tête avec inquiétude, il aperçut Séol, visiblement épuisé mais brandissant le champignon. Le jeune homme, le souffle court, confessa que cette quête l'avait éprouvé bien plus qu'il ne l'avait imaginé. En voyant le précieux ingrédient, Maël ressentit un élan d'espoir qu'il croyait perdu à jamais. Tremblant, il demanda à Séol son nom. Snowman, répondit-il simplement. Maël, ému, se présenta à son tour, expliquant que son nom signifiait enfant des étoiles. Les larmes aux yeux, il promit qu'il n'oublierait jamais l'aide que lui avait apportée Snowman. Avec ce geste, la quête du délaissé touchait à sa fin. Devant la cabane, une inscription apparut. Séol s'était remis de la maladie des branches pourries, et sa vitalité avait augmenté de 2 points de manière permanente. Maël, également guéri, remercia Séol en lui proposant son aide et lui demanda ce qu'il souhaitait en retour. Après avoir exploré ses options, Séol, dont l'équipe avait été décimée, écartait la première proposition, qui ne lui serait d'aucune utilité, et jugeait les conditions des 3e et 4e options insatisfaisantes. Il opta donc pour la 2e, infiltrer la tribu des Canins rocheux pour la détruire de l'intérieur. Maël réfléchit un instant avant de confirmer qu'un moyen existait. Il expliqua que le moment idéal pour frapper serait pendant le festival de la récolte, un événement consacré au sacrifice pour le dragon terrestre. À minuit, tous les membres de la tribu devaient boire dans un immense chaudron rempli de sang animal. Maël tendit à Séol une potion en précisant que s'il versait ce liquide dans le chaudron, cela les servirait parfaitement. Séol, inquiet pour Maël, le questionna, mais celui-ci lui rappela les derniers mots de sa mère. Sa disparition n'était qu'une question de temps, mais il tenait à honorer son vœu. Après avoir transmis ses instructions, Maël mit le feu à sa cabane, emportant l'essentiel. Un livre rempli de pages vierges et le remède contre la maladie des branches pourries. Intrigué, Séol l'interrogea sur le livre et Maël lui confia son rêve, devenir archéologue. Il voulait parcourir le vaste monde, explorer ses mystères et les documenter. Avant de partir, il demanda à Séol de punir les barbares, persuadé qu'il possédait l'étoile de l'intelligence.
Séol reçut alors un titre, l'être charmant. Bien qu'étrange, il comprit que ce titre améliorerait ses relations et augmenterait la confiance des autres de 10%. Sans perdre de temps, Séol se prépara à agir avec les potions. La potion rouge, dite de camouflage, le transformerait en troll pour une journée, mais réduirait ses capacités intellectuelles. La bleue, appelée potion de folie, était presque indétectable, même pour les chamans les plus expérimentés. D'un geste résolu, Séol but d'un trait la potion rouge. Son corps commença lentement à se métamorphoser en celui d'un troll, un long ros s'échappant de sa bouche. Non loin, des gardes le remarquèrent et lui demandèrent ce qu'il faisait là, l'un d'eux rappelant qu'il ne devait pas quitter son poste avant la fin du festival. Séol, s'excusant maladroitement, promit de revenir rapidement. Les gardes, le traitant d'idiot, retournèrent à leur poste. Désormais déguisé, Séol découvrit qu'il comprenait la langue des trolls, bien que le voodoo lui reste inaccessible. Il passa le poste de garde et se concentra sur son objectif, atteindre le chaudron pour y verser la potion bleue. En chemin, les paroles de Maël lui revinrent en mémoire. Maël avait décrit la structure de la tribu des Canins Rocheux, divisée en 5 clans dirigés par autant de chamans. Ces factions, bien qu'indépendantes, s'unissaient en cas d'événement majeur. Cependant, un déclin générationnel frappait les héritiers, affaiblissant considérablement la tribu jadis puissante. Séol arriva enfin près du chaudron, entouré de trolls. Il sortit la potion bleue et l'offrit à l'un d'eux, expliquant qu'il voulait contribuer au rituel avec du sang rare qu'il avait récolté. Le troll refusa d'abord, affirmant que le sang du sacrifice était suffisant, mais Séol insista, précisant qu'il s'agissait de sang d'un arago à cornes blanches, une créature d'une rareté extrême. Hésitant, le troll accepta finalement de transmettre l'offrande au chef. Observant la scène, Séol retint un sourire. Il savait que les Canins Rocheux croyaient fermement que les offrandes précieuses attiraient la bénédiction de leur divinité, Tancride. Le troll apporta le liquide à Sœur Magatha, un des chefs. Ce dernier renifla le sang et confirma son authenticité avant d'ordonner qu'il soit ajouté au chaudron. Aucun des trolls ne soupçonna que la potion de folie y était habilement dissimulée. Une inscription apparut soudain, annonçant que quiconque boirait de ce breuvage sombrerait dans la folie. Tandis que la nuit avançait, Magatha prit la parole, rappelant que tout ce qu'ils possédaient, chair, sang, butin, leur était offert par la grâce de la terre. Il exhorta la tribu à boire jusqu'à la dernière goutte, fidèle à la volonté de Tancride. Sous les acclamations, tous levèrent leurs coupes et commencèrent à boire. Séol, de son côté, versa discrètement son breuvage sur le sol, tout en observant les leaders de la tribu. Leur stature imposante et redoutable ne laissait aucun doute sur leur rôle. Parmi eux, Jamad, le chef tribal, attira son attention. Maël l'avait mis en garde contre cet individu, légendaire pour avoir anéanti à lui seul les chamans de la génération précédente. Jamad, symbole de la résilience de la tribu, était considéré comme le troll le plus coriace de leur histoire. Le chaudron se vida peu à peu. Alors que le festival touchait à sa fin, Séol observait les trolls, tous ayant bu le breuvage empoisonné, y compris les 5 leaders. Bien que les effets sur eux soient probablement moins rapides, ils ne pourraient pas y échapper. Dans 1 heure, ils seraient plongés dans la folie. Séol murmura que tout était en place. À moins qu'un obstacle n'apparaisse, la tribu des Canins Rocheux disparaîtrait avec la fin de la nuit. Quand l'obscurité s'installa, il se faufila dans les bois, dissimulé dans les buissons. Il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait, le trésor des Canins Rocheux. Les spectateurs, intrigués, se demandaient pourquoi il se donnait tant de mal pour accéder à une simple salle de stockage. Séol savait que, selon les règles de ce monde, les trolls gardaient leurs biens les plus précieux ici. Les guerriers, non affiliés à aucun clan, étaient désignés pour en être les gardiens. Bien qu'ils ne soient pas aussi puissants que le chef tribal, ces trolls demeuraient redoutables. Alors que Séol observait la scène, la potion de folie commença à faire effet. Les yeux des trolls s'illuminèrent, la rage monta en eux, et bientôt, ils se lancèrent dans une bataille frénétique. Un troll hurla à un autre de mourir, promettant de verser plus de sang pour honorer Tancride. Soudain, une lame bleue fendit l'air, tranchant net la tête d'un troll. Karuna venait d'apparaître. Séol confirma ses soupçons, même affaibli, Karuna restait supérieur. Bien qu'il ne soit pas à son apogée, il avait largement l'avantage sur ses trolls. Séol lui ordonna d'avancer. Ils pénétrèrent dans la salle où se trouvaient des coffres, des vases, et une immense porte gardée par un troll. Le gardien, se retournant, demanda qui était là. Son visage se tordit de douleur alors qu'il confiait ressentir quelque chose d'anormal dans son corps. Il implora qu'on prévienne Jamad et ses frères, mais réalisa trop tard qu'il s'adressait à un ennemi. Karuna bondit, l'attaquant sans relâche. Bien que le gardien bloquât le premier coup, il ne put rien contre la puissance de Karuna,
qui lui trancha la gorge. Séol observa le combat, conscient que Karuna, même affaiblie, avait facilement pris l'avantage. Si Karuna avait été à pleine puissance, ce combat aurait été expéditif. Cependant, une pointe de pitié naquit en lui. Après la victoire, il récupéra la clé et s'approcha de la porte. Là, il réfléchit un instant, sachant ce qui se cachait derrière. Un cadeau du dragon terrestre Tancrède à la tribu, les poings de pierre. Ces gantelets, fabriqués à partir des écailles du dragon, conféraient une immense puissance, capable de briser des rochers. Mais leur pouvoir avait semé la discorde et la cupidité au sein même de la tribu. Afin de limiter les conflits, les anciens chamans avaient lié les 5 chefs par une malédiction, les empêchant de se tuer malgré leur haine mutuelle. Séol choisit de ne pas prendre les poings de pierre. La clé suffirait. Quand la potion de folie ferait son effet, les 5 frères viendraient inspecter le trésor, déchaînant une panique générale. Peu après, Magatha arriva et ordonna à ses hommes de détruire la porte. Ils brisèrent les chaînes et firent tomber les battants, stupéfaits de découvrir que les poings de pierre étaient toujours là. Magatha, furieux, accusa ses frères, persuadé qu'un traître se cachait parmi eux. L'un d'eux protesta, expliquant qu'il n'avait rien à voir avec cette situation et qu'il était arrivé après le chaos. Magatha blâma alors Jamad, l'accusant d'être derrière tout cela. Jamad, agacé, lui répondit qu'il était un imbécile et lui rappela la malédiction qui les liait. Un autre frère tenta de calmer les esprits, suggérant de se concentrer sur l'état chaotique de la tribu. Finalement, Magatha céda, admettant qu'il devait d'abord rétablir l'ordre. Avant de partir, cependant, il menaça Jamad, lui disant que tout le monde savait qu'il était responsable. Si Jamad commettait une erreur, il ferait face à la colère de toute la tribu. Magatha ordonna que quelques hommes gardent la salle de stockage jusqu'à la reconstruction de la porte et intimida quiconque tenterait de s'emparer des poings de pierre. Pendant ce temps, Jamad, fixant les gantelets, ressentait une étrange appréhension. Sa main tremblait légèrement, trahissant son trouble intérieur. Non loin, des trolls gisaient morts. Magatha, à bout de souffle, constata que son refuge était anéanti. Alors qu'il tentait de reprendre son calme, il entendit des pas approcher. Alarmé, il demanda qui était là. De l'ombre, Séol apparut. Séol admit qu'il ne pensait pas être découvert, mais que cela semblait inévitable. Bien que Magatha fût considéré comme le plus faible des 5 frères, il restait un chaman redoutable. Cependant, l'entrée du trésor avait été détruite selon le plan de Séol, qui avait semé la confusion parmi les frères. Magatha comprit alors qu'il avait été manipulé. Fou de rage, il brandit sa hache et chargea Séol, hurlant qu'un simple humain osait troubler leur tribu. Calme et imperturbable, Séol invoqua Karuna, prêt à faire face à cette nouvelle menace. La scène bascula dans une nuit terriblement silencieuse, les parois de la caverne marquées par l'empreinte d'un affrontement féroce. Magatha gémissait au sol, entouré de traces de sang. Levant les yeux vers Karuna, il murmura d'une voix brisée qu'il était un monstre. Malgré la douleur, il lança une ultime menace. Ses frères le vengeraient. Séol observa les effets de la malédiction de rancune qui frappait Magatha après sa mort, réduisant sa force et son agilité de 50% pendant une semaine. Il expliqua que cette malédiction, normalement partagée entre les membres d'un groupe, touchait directement l'invocateur lorsqu'il agissait seul. Voilà pourquoi il avait choisi de tuer Magatha en premier. En tant qu'invocateur d'ombre, ses capacités n'étaient pas trop affectées par ces réductions. Séol prit une torche accrochée au mur, la jeta au sol, et, avec un sourire froid, déclara « Comment tes frères comptent-ils te venger s'ils sont tous plongés dans le chaos ?» Rapidement, la tribu sombra dans une guerre totale, les trolls s'entretuant dans un tourbillon de violence. Dans la mêlée, certains remarquèrent la maison de Magatha en flammes, s'interrogeant sur ce qui lui était arrivé. Plus tard, au conseil des canins rocheux, les frères survivants firent leur apparition, tous à moitié consumés par la folie, hurlant et appelant Jamad. Lorsqu'il leur fit face, il semblait aussi en proie à une rage incontrôlable, mais un sourire carnassier se dessina sur ses lèvres en voyant ses frères. Pendant ce temps, dans une cabane éloignée, Séol était assis tranquillement, surprenant les observateurs qui se demandaient pourquoi il semblait si détaché après avoir incendié une maison d'ORC. Il plaisantait, suggérant que le récit prenait un tournant culinaire. Pourquoi, après tout, avait-il choisi la cuisine comme talent? Séol prit la graine de lune qu'il avait obtenue après avoir vaincu Karuna et la mélangea à son riz sauté. Les spectateurs se demandèrent s'il savait vraiment ce qu'il faisait. La graine de lune possédait divers effets, une augmentation permanente des statistiques ou l'acquisition d'une capacité volatile. Bien que l'augmentation permanente fût tentante, Séol choisit la capacité temporaire, idéale pour se préparer à la bataille finale. Lorsqu'une notification annonça que son plat était réussi, il se dit satisfait,
Malgré son goût fade, il avait gagné un point de volonté et acquis la capacité de stade de la lune pour une journée. Il savait qu'il pourrait intégrer cette recette dans ses futures préparations. Après avoir terminé son repas, Séol déclara qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour se préparer. Les spectateurs, excités, parlaient de la scène de la lune, une magie de zone conférant des bonus à tout ce qui avait des attributs lunaires. Séol estima que les frères de Jamad se rassembleraient bientôt pour tenter de le tuer. Dans le conseil, les frères se dressaient face à Jamad, lui ordonnant de choisir ses mots avec soin, le soupçonnant d'avoir profité de la situation pour tuer Magatha. Jamad, stupéfait en apprenant la mort de son frère, rétorqua qu'un ennemi inconnu s'était infiltré dans la tribu et semait le chaos. La raison pour laquelle tous avaient sombré dans la folie semblait liée au sang qu'ils avaient bu plus tôt. Selon certains, quelqu'un aurait mêlé une drogue au breuvage avant de profiter de la confusion pour attaquer le trésor, allant même jusqu'à tuer Magatha. Ce n'était pas un acte que leur frère faible et avide aurait pu accomplir. Debout, Jamad comprit les soupçons qui pesaient sur lui. Tenant désormais les poings de pierre, il affirma que leurs accusations, bien qu'injustifiées, faisaient sens. Mais ses frères, aveuglés par la colère, conclurent que c'était bien lui le coupable, celui qui avait orchestré toute cette trahison. Ils le traitèrent de traître à la tribu, l'accusant d'avoir laissé son avidité le consumeur. Face à leur rage, Jamad décida de jouer le rôle qu'on lui attribuait. Ses frères commencèrent à se préparer au combat, dénonçant son arrogance. Ils étaient convaincus qu'il se croyait intouchable simplement parce qu'il avait tué leurs ancêtres. Ils lui jurèrent qu'il mourrait ce jour-là. Jamad, calme mais menaçant, fit jaillir son aura, et des pierres flottèrent autour de lui alors qu'il préparait une attaque. D'un mouvement vif, il projeta une salve de roches en direction de ses frères. L'un d'eux, Niam, fut frappé violemment à l'épaule et au cou, s'effondrant sans vie. Les autres reculèrent, effrayés par sa puissance. Cependant, en raison de la malédiction de rancune, Jamad devait désormais attendre 70% plus longtemps pour incanter ses sorts. Regardant ses frères avec une froide détermination, il comprit leur motivation. Ils attendaient depuis toujours l'occasion de le tuer et de prendre sa place en tant que chef de tribu. Avançant lentement, entouré de ces pierres flottantes, il leur demanda à quel moment leur tribu était tombée si bas. L'un des chamans l'interpella, l'accusant de trop dépendre de la puissance des points de pierre, une force qu'aucun chaman ne pouvait contrôler indéfiniment. Mais Jamad, implacable, recouvrit son corps de pierre et se lança dans la mêlée. « Ô mère de la terre, si le sang doit être versé, je suivrai ta volonté, déclara-t-il avant de saisir le chaman à la gorge et de lui briser la colonne vertébrale. Le chaman, Trogo, laissa derrière lui une malédiction de rancune. La perception des distances de Jamad était désormais distordue, et ses résistances, sa vitalité et son exactitude étaient réduites de 70%. Mais même cette malédiction ne suffit pas à arrêter Jamad. L'un après l'autre, ses frères tombèrent, jusqu'à ce que le dernier, Tron, soit réduit en lambeaux. Essoufflé et couvert de sang, Jamad lança un regard méprisant au corps de ses frères. « Vous n'étiez que des morceaux d'ordure », cracha-t-il. Désormais, il était le seul pilier de la tribu et devait rassembler ce qui restait des siens pour restaurer l'ordre. Mais soudain, il sentit une aura près de l'entrée. Méfiant, il projeta une pierre, qui fut tranchée net. De l'ombre émergea Karuna, épée en main. Jamad, loin d'être surpris, avait prévu cette confrontation. Séol fit alors son apparition et lança, sur un ton faussement léger, « Se battre entre frères, ce n'est pas bien. Vous devriez toujours rester unis en famille. » Ignorant la provocation, Jamad demanda froidement à Séol s'il était l'instigateur de ce chaos. Karuna, baignée dans la lumière lunaire, commença à canaliser son énergie. Jamad ricana, affirmant que ses stupides frères n'auraient jamais pu accomplir tout cela. Les points de pierre brillèrent intensément, et Jamad, furieux, accusa Séol d'être un démon venu convoiter leur montagne. Séol, impassible, leva son bâton et le planta fermement dans le sol. Sans prévenir, Jamad se rua sur lui en hurlant de rage, mais Karuna intercepta sa charge. Les deux guerriers s'affrontèrent dans un échange féroce, Jamad lançant des pierres que Karuna déviait avec une précision impressionnante. En observant leur combat, Séol conclut qu'ils étaient de force égale, mais que Jamad, épuisé par son précédent affrontement, finirait par céder. Pourtant, Jamad poursuivit son combat avec une intensité redoublée, ses attaques mettant Karuna en difficulté. Séol, ressentant les effets pénalisants de l'invocation d'ombre, se demanda si Karuna pourrait continuer de résister avec seulement 20% de sa force. Jamad, inébranlable, se proclama la montagne elle-même. « Le monde entier est sous mes pieds », rugit-il, projetant Karuna en arrière. Ce dernier glissa au sol, se rapprochant de Séol, qui murmura qu'il fallait absolument trouver un moyen de renverser la situation. Soudain, un rouleau apparut,
indiquant que Jamad préparait un séisme. Avec un cri primal, il abattit son poing sur le sol, déclenchant un tremblement de terre qui envoya des rochers voler autour de lui. Karuna, bien que visiblement épuisé, resta sur ses gardes, prêt à affronter un Jamad déchaîné. Alors que la poussière retombait, Jamad bondit à nouveau, hurlant sa rage dans un ultime assaut. Karuna réussit à bloquer l'attaque, mais l'impact fut dévastateur. Séol, observant la scène, remarqua quelque chose d'étrange. Normalement, le point de pierre, une technique dévastatrice, causait un effet de recul qui affaiblissait l'utilisateur. Pourtant, Jamad semblait regagner de la puissance, au lieu de s'affaiblir. Il commença à parler de sa force, affirmant que l'énergie débordait littéralement de son corps. C'est alors que Séol comprit avec horreur que, loin de l'affaiblir, le point de pierre semblait renforcer Jamad. Ce dernier leva les mains dans les airs, annonçant qu'il allait écraser les envahisseurs. Il frappa de nouveau Karuna, qui parvint à peine à bloquer l'attaque, non sans difficulté. « Tu vas te briser sous ma puissance », gronda Jamad, poursuivant ses assauts sans relâche. Séol murmura que Jamad devrait être en train de recharger son point de pierre, mais il continuait d'utiliser cette magie avec une intensité croissante. Une idée traversa l'esprit de Séol. Le point de pierre s'était transformé en point de montagne, une technique presque légendaire, rarement invoquée et générée par le monde de l'éternité. Les écrits sur cet artefact étaient rares, presque inexistants. Séol, perplexe, se demanda pourquoi cela se produisait. Selon lui, la stratégie que Jamad avait utilisée pendant 17 ans contre ses frères aurait dû empêcher toute variable imprévue. Mais la puissance de l'exclu semblait semer la confusion parmi les membres de la tribu. Les règles semblaient différentes dans cet épisode des 5 frères. Le premier frère choisi détermine la difficulté, pensa Séol, et ici, Jamad représentait clairement une anomalie. Il avertit Karuna d'être prudent, mais ce dernier encaissa une frappe d'une puissance inouïe. L'impact créa une explosion retentissante qui projeta Karuna en arrière. Séol, au sol, tenta de se relever mais s'effondra à nouveau, sa vision floue. Il distingua Jamad qui s'approchait lentement, et ses pensées dérivèrent vers un souvenir lointain, celui d'une bataille où les autres dieux avaient voulu fuir face à un monstre invincible. C'était au début de la légende de Snowman. En tant que chef de groupe, Séol s'était opposé à l'idée de sacrifier des pièces pour sauver les autres. Malgré les protestations, il avait refusé d'abandonner les personnages qu'ils avaient tant peiné à rassembler. « Pourquoi t'entêtes-tu autant pour ces pièces ? C'est imprudent, lui avait dit un dieu. Mais Séol croyait fermement qu'il y avait toujours un autre moyen. Et c'est cette conviction qui, selon lui, avait toujours permis à ces pièces de réaliser des miracles. De retour au présent, Séol, vacillant, aperçut Karuna en piteux état, tandis que Jamad déchaînait une nouvelle vague de pouvoir. Il annonça qu'il allait en finir avec eux et prépara une attaque dévastatrice, un glissement de terrain. Une notification apparut à l'écran, signalant que Karuna entrait dans la phase de pleine lune. Séol comprit alors que c'était le moment qu'il attendait. Alors que Jamad hurlait à propos de sa puissance écrasante, Séol serra les dents et activa l'aptitude qu'il avait obtenue de la graine de lune, la scène de la lune. Au même instant, Jamad déclenche son glissement de terrain. Karuna, levait son épée, laisse une notification apparaître, indiquant que la pièce maîtresse du spectacle est le chevalier lunaire, Karuna. Tandis que Jamad charge, une aura impressionnante émane de Karuna, et sous la lumière de la lune, toutes ses statistiques augmentent de 50%, tandis que celles de ses ennemis diminuent de 20%. Rayonnant de puissance, Karuna prononce sa réplique iconique. « Puisque la lumière de la lune est pleine, sois humble. » Jamad, surpris, recule légèrement, ne comprenant pas ce qui est sur le point de se produire. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Karuna assène un puissant coup d'épée et balaie son adversaire. Après ce coup, Jamad, à bout de force, tombe au sol, et Séol se rapproche doucement de lui. Comprenant que Séol est un invocateur des ombres, Jamad murmure qu'il ne veut pas mourir ici et lui demande de prendre son corps. Alors que Karuna lui donne le coup de grâce, Séol observe, impassible. Debout sur le corps de Jamad, Séol tend la main et murmure « Serre-moi ». Ainsi, Jamad devient l'une des invocations de Séol. Jamad déclare qu'il servira Séol jusqu'au bout, mais avant cela, il a quelque chose à accomplir. Il rassemble les corps de ses frères et commence à les absorber avec une technique appelée absorption chamanique. La nouvelle de la mort des 5 chefs se répand rapidement, et la panique monte au sein de la tribu. Le système informe que la structure de pouvoir de Pandéa a été bouleversée, avec la mort des chefs. Les villes et villages autour de la montagne sont désormais hors de danger. À partir de ce moment, 3 nouvelles aventures deviennent accessibles à tout autre joueur depuis leur base. Séol remarque alors le coffre des récompenses, nommé l'objet sacré.
Lorsqu'il l'ouvre, il commence à gagner des niveaux et obtient plusieurs objets précieux. Le point de la montagne, la robe de pierre et la racine des esprits, accompagnés d'une somme d'argent. Le chat s'emballe, certains spectateurs criant à l'injustice face à une telle chance. Les statistiques des objets s'affichent, et Séol décide de donner le point de la montagne à Jamad, tout en s'équipant de la robe de pierre. L'un des objets a même une propriété unique, il ne peut pas se salir. Dans le chat, des spectateurs moqueurs apparaissent, lançant des provocations habituelles, mais Séol reste concentré et déclare qu'il cuisinera la racine des esprits dès qu'il en aura l'occasion, ravi des récompenses obtenues. Subitement, il est téléporté dans une ville, entouré d'autres joueurs où la confusion règne. Certains se demandent où il se trouve et si tous les présents sont coréens. On entend des cris, des gens appelant leurs proches. Séol, intrigué, observe la scène, réalisant que cela ne figurait pas dans la version d'essai du jeu. Une notification apparaît, le classement des points va être révélé. Séol découvre qu'il a accumulé 327 600 points, surpassant de loin tous les autres aventuriers. Certains joueurs, n'ayant même pas atteint 50 000 points, sont abasourdis. Les murmures s'intensifient. Qui est donc ce mystérieux joueur de premier rang? Pourquoi son nom reste-t-il caché? Les spectateurs commencent à suspecter qu'il connaît les secrets de cet endroit et tentent d'identifier les meilleurs joueurs. Séol remarque alors un détail. Tous les joueurs présents ici sont coréens, ce qui le pousse à se remémorer les paroles de Codon concernant la fusion des mondes. Il se demande si cela concerne une échelle bien plus grande que le simple plan national et en déduit que cet endroit est probablement la zone où ont été téléportés les habitants de Corée. Une nouvelle notification lui indique qu'il peut se reposer dans la cité libre de Kongori pendant 30 jours pour récupérer, ce qui suscite la curiosité des autres joueurs. Pourquoi une pause aussi longue? Pourquoi tout semble-t-il si différent? Tandis qu'il réfléchit, une femme derrière lui parle d'une carte d'identification d'aventurier. Séol avance et présente la sienne, et les gardes le laissent entrer dans la ville. Inspirés, d'autres joueurs se précipitent vers les portes, espérant obtenir le même accès. En entrant dans la ville, Séol réalise qu'un grand nombre de joueurs ont été rassemblés ici. Il explique que la carte d'identification est essentielle pour prouver son identité et accéder aux cités, mais il se doute que l'afflux de joueurs et les groupes déjà présents, ayant terminé leurs aventures avant eux, risquent de causer des pénuries de chambres disponibles. Il se dirige donc vers une taverne et demande une chambre. Le tavernier, après avoir vérifié sa carte, lui annonce qu'il ne reste qu'une chambre, mais quelle est la plus chère. Séol accepte sans hésiter. Le tavernier propose d'ajouter la nourriture et le bain pour 2 pièces d'or supplémentaires, et Séol accepte l'offre, s'installant enfin dans sa chambre. Fatigué après plus de 24 heures d'éveil depuis son arrivée dans le monde d'éternité, il convoque Karuna pour veiller sur lui pendant son sommeil. Avant de sombrer, il touche la cicatrice sur sa gorge et se demande s'il se réveillera dans la salle de jeu. Lorsqu'il ferme les yeux, il se retrouve dans un rêve lucide, bien qu'il soit incapable de discerner où il est, plongé dans une obscurité totale. Soudain, une notification surgit. Le marchand de la folie, Janet, fait son apparition, intrigué par votre folie. Séol observe un étrange message système qu'il n'a jamais vu auparavant, et une aura violette envahit la pièce. Une femme apparaît alors, s'approchant de lui lentement, son regard intense, avant de le renifler légèrement et de déclarer qu'il sent bon. Elle sourit, satisfaite, et ajoute qu'elle a trouvé en premier, avant même que Terad n'arrive. Intrigué, Séol lui demande qui elle est. La femme, amusée, remarque qu'il ne semble pas surpris malgré sa présence inhabituelle, et lui demande alors si ceux de son espèce se nomment humains. Perplexe, Séol hoche la tête sans répondre, et elle poursuit, assurant qu'elle n'a pas l'intention de lui faire peur, se disant ravie de faire sa connaissance. Puis, avec assurance, elle se présente. Elle s'appelle Janet et est l'une des marchandes chargées d'agir comme intermédiaire lors de la fusion des mondes. Séol, toujours intrigué, lui demande ce qu'elle entend par intermédiaire et fusion des mondes. Janet esquisse un sourire mystérieux et explique que c'est précisément pour cette raison qu'il est difficile de commercer avec ceux qui ont été vendus. Le mot choque Séol, qui lui demande si l'humanité entière a réellement été vendue. Janet lui conseille alors d'écouter attentivement, et elle révèle une vérité déconcertante. Le propriétaire de l'humanité a vendu chaque résident du monde, ainsi que le monde d'éternité, à d'autres entités. Ces acheteurs, dit-elle, ont probablement ri en observant leur malheur jusqu'à récemment. En d'autres termes, les humains ne sont rien de plus que des gladiateurs ou des esclaves, vendus à un cirque cosmique. Pire encore, leur existence sert de divertissement, et les spectateurs paient en folie pour assister à leurs exploits. Elle poursuit, expliquant que la folie est l'opposé de la foi qui maintient l'équilibre des mondes. En tant que marchande, Janet échange des objets contre la folie accumulée par ses clients, bien qu'une partie soit prélevée comme commission par ceux qui les ont vendus. Séol, en entendant cela, commence à relier les pièces du puzzle.
Les paroles de Codon prennent enfin tout leur sens. Les dieux exploitent la folie en vendant les humains et les résidents de Pandéa, transformant leur fait en simple spectacle pour d'autres mondes. Si Janet est venue à lui, cela signifie qu'il a accumulé suffisamment de folie pour l'intéresser, et Janet confirme ses soupçons. Elle lui annonce qu'il a amassé 3000 unités de folie, une quantité énorme pour un humain, bien que relativement faible à ses yeux. Selon elle, il est probablement le seul humain à avoir accumulé autant jusqu'ici, et le deuxième plus proche était sur ses talons, mais a péri lors de sa dernière aventure. Elle lui demande alors s'il souhaite commercer, et Séol accepte de jeter un œil à ses marchandises. Janet déploie devant lui une sélection d'objets impressionnants, et il est surpris par leur variété. Il commence à examiner les articles, choisissant un flacon d'assaisonnement basique et une pochette d'ingrédients frais capables de conserver les aliments intacts. Janet, surprise par ses choix modestes, ne peut s'empêcher de le taquiner. « C'est tout ce que tu veux ?» demande-t-elle, visiblement vexée. Séol hausse les épaules, expliquant qu'aucun autre objet ne l'a vraiment intéressé. Piquée dans son orgueil, Janet décide alors de lui montrer un objet spécial, une fleur violette appelée fleur de l'ombre. Elle explique qu'elle permet, une fois, d'invoquer une ombre pour combattre un adversaire plus fort que soi. Elle insiste sur sa rareté et avoue qu'elle la propose habituellement à ses nouveaux clients comme une offre spéciale. Séol, intrigué, demande combien coûte la fleur de l'ombre. Janet lui annonce son prix, 3000 folies. Elle lui demande s'il comprend sa valeur, mais il hésite. Cette monnaie lui est encore étrangère, et il ne sait pas si c'est une bonne affaire ou une arnaque. Sentant sa réticence, Janet propose un marché. Si Séol achète la fleur, elle lui offrira les autres objets qu'il a choisis gratuitement. En échange, il doit promettre de ne commercer qu'avec elle à l'avenir. Séol réfléchit un instant avant d'accepter, et Janet, satisfaite, conclut la transaction, lui remet ses objets et lui souhaite bonne chance pour sa survie. Lorsqu'il se réveille dans sa chambre, il découvre les objets soigneusement disposés sur une table. Tandis qu'il se remet de son étrange rêve, le chat des spectateurs s'anime. Certains expriment leur impatience, jugeant ce moment de répit ennuyeux, tandis que d'autres spéculent sur les prochains événements. Séol réalise que le système est bien plus intéressant qu'il ne le pensait. S'il ne peut pas l'éviter, il devrait l'exploiter. Malgré son arrivée dans ce lieu de repos, plusieurs tâches l'attendent encore. Il doit allouer les points qu'il a accumulés, examiner sa prochaine aventure, observer les tendances parmi les autres joueurs, et enfin, résoudre la quête annexe liée à la montre de poche qu'il a récupérée. Il contemple cette montre avec perplexité, n'ayant aucune idée de ce qu'elle représente ni de ce à quoi elle est liée. Des fragments de ses souvenirs disparaissent parfois. Même s'il pensait se rappeler de toutes ses aventures dans le monde de l'éternité, ce matin encore, en essayant de faire le point, il a constaté des trous dans sa mémoire. Il ne se souvient pas comment certaines aventures ont commencé, quel choix il a fait ni leurs conséquences. Cette perte de mémoire l'inquiète, car il sait qu'il n'est pas du genre à oublier. Il se promet donc de redoubler de vigilance. Dehors, une foule commence à se rassembler. Les gens sont inquiets et se demandent ce que fait le gouvernement. Le climat est tendu, et Séol remarque que la plupart des visages trahissent la peur et l'épuisement. Sur une estrade, un homme prend la parole et demande à la foule s'ils veulent entendre ce qu'il a à dire. Il affirme que ce dont ils ont le plus besoin en ce moment, c'est de coopération et d'unité, les incitant à réfléchir aux aventuriers et aux vies déjà perdues. Une notification apparaît devant Séol. Sa perception est activée, et il détecte que cet homme maîtrise l'art de la prise de parole en public. Une femme dans la foule l'interpelle, demandant comment ils sont censés s'unir sans équilibre, tandis qu'un vieil homme, sceptique, se demande pourquoi il devrait lui faire confiance. Le porte-parole répond avec assurance qu'il a réuni ces gens précisément pour cette raison. Il évoque également la mystérieuse personne qui s'est classée première dans l'aventure, ajoutant que cette personne a choisi de garder son identité secrète. La foule commence à murmurer, se demandant si l'homme à côté de lui est le fameux premier. Le porte-parole confirme, c'est bien lui. Séol, en entendant cela, pense que ces idiots croient tout ce qu'on leur dit. L'homme sur l'estrade poursuit, déclarant qu'en ces temps dangereux, la priorité doit être le pouvoir, pas un dieu, ni leurs amis, mais la capacité à survivre. La foule commence à croire en son discours. Il annonce son intention de créer une communauté, une organisation où les gens se protégeront mutuellement. Séol observe tout cela avec détachement, convaincu que d'autres groupes similaires se sont déjà formés et finiront par sombrer dans l'égoïsme et l'élitisme. Pour lui, faire confiance aux autres est hors de question. Sa vie à l'orphelinat, marquée par l'indifférence et la détresse, a forgé cette méfiance. Chaque fois qu'il a osé accorder sa confiance, il a été abandonné. Pour lui, mieux vaut rester seul. Il décide alors de se rendre au centre d'entraînement pour améliorer ses compétences. À l'entrée, un homme lui demande ce qu'il souhaite. 3 options s'affichent devant lui,
et Séol choisit de renforcer ses compétences existantes. L'homme acquiesce, lui ouvre la porte et lui demande d'entrer. À l'intérieur, dans une obscurité totale, une lumière bleue apparaît. Devant lui se déploie un arbre de compétences. Séol, habitué au système, s'adapte rapidement et commence par améliorer sa compétence la plus importante, l'invocation d'ombres. Ensuite, il investit dans l'apprentissage de la dimension des ombres, qui renforce ses alliés, Karuna et Jamad. Les spectateurs, fascinés, commentent que ces invocations vont devenir des monstres redoutables. Séol tente d'améliorer d'autres capacités, mais une notification apparaît, il n'a plus assez de points. Avec un sourire résigné, il murmure qu'il s'y attendait. Bien que ses statistiques générales n'aient pas beaucoup augmenté, ses capacités ont atteint un niveau supérieur, et pour l'instant, cela lui suffit. Le soir venu, à la taverne, les aventuriers se détendent en mangeant et buvant, discutant de leurs expériences et de ce qui a pu arriver au monde. Une jeune femme mentionne le porte-parole vu plus tôt, affirmant que la guilde Cœur d'Acier semble un peu dépassée. Une autre lui répond que c'est toujours mieux que Tigre Noir, un nom qui, selon elle, doit sûrement venir d'un boomer. Pendant ce temps, Séol reste silencieux, perdu dans ses pensées. Il examine la montre de poche, se rappelant les paroles de Codon. Ce dernier lui avait dit que s'il aidait quelqu'un ou révélait des connaissances sur les cieux, cela entraînerait des conséquences. Il sait qu'il doit avancer seul, mais une question persiste. Que penseraient les autres de cette montre? Curieux, il croise le regard d'un vieil homme assis non loin, qui le regarde du coin de l'œil, hésitant à l'interroger. Le vieil homme s'approche alors de Séol et lui fait remarquer que cette montre de poche lui semble familière. Intrigué, Séol lui demande avec surprise s'il la reconnaît vraiment. Le vieil homme lui affirme alors qu'il est celui qui a fabriqué cette montre. La scène changea, les transportant devant une vieille maison. Le vieil homme ouvrit la porte, déclarant qu'il s'agissait de son ancien atelier, un lieu parfait pour une conversation tranquille. À l'intérieur, il observa l'endroit, constatant qu'il était resté inchangé. Séol, de son côté, scruta la pièce et reconnut immédiatement un atelier d'horloger. Posant sa lanterne, le vieil homme se présenta, Bill Marcus. « Mais vous pouvez m'appeler Bill », ajouta-t-il. Ce nom éveilla quelque chose en Séol, qui le répéta à voix basse, affirmant qu'il lui semblait étrangement familier. Cependant, en essayant de se souvenir, une vive douleur traversa sa tête. Murmurant qu'il devait avoir déjà vécu cette quête, il conclut qu'il n'y avait pas d'autre explication à la résonance de ce nom, même s'il ne gardait aucun souvenir clair. Reprenant ses esprits, il salua Bill et se présenta sous le nom de Snowman. Bill haussa un sourcil, visiblement surpris, avant de jeter un coup d'œil à ses horloges. Il sembla vouloir dire quelque chose, mais il se ravisa et changea de sujet. Séol raconta alors comment il avait trouvé la montre, évoquant une expédition en montagne pour chercher des herbes rares et expliquant qu'il avait aperçu en haut d'une falaise. Il modifia légèrement son récit, omettant certains détails. Lorsque Bill lui demanda s'il savait quelque chose à son sujet, Séol répondit qu'il n'en savait rien, espérant obtenir des explications. Après avoir observé longuement la montre, Bill affirma qu'il en était bien l'artisan, expliquant qu'il l'avait fabriquée il y a 20 ans comme cadeau pour un homme. Son ton devint plus grave lorsqu'il évoqua sa petite fille, capturée par des trolls dans une montagne escarpée, alors qu'elle tentait de la traverser pour arriver à temps à une représentation. Lorsque Séol lui demanda ce qui s'était passé ensuite, Bill resta silencieux, laissant à Séol le soin de deviner. Personne, à l'époque, n'était venu à son aide. Ni les dirigeants, ni les chevaliers libres, ni les mercenaires ou aventuriers. Bill avait supplié en vain. Insistant, Séol lui demanda qui avait finalement répondu à son appel. En guise de réponse, Bill lui indiqua que la solution était gravée sur la montre. Intrigué, Séol l'examina, mais il n'y trouva aucun nom visible. Bill la manipula alors pour révéler une inscription à l'intérieur. Que la fortune suive le brave, Snowman. Le cœur de Séol se serra tandis que Bill, incrédule, soulignait qu'après 20 ans, un homme du même âge, portant le même nom, réapparaissait avec cette montre. Submergé par une vague de nausées, Séol s'effondra à genoux. Inquiet, Bill lui demanda ce qui se passait. Séol se souvenait enfin, le nom de Bill, sa petite fille et Snowman. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait ce pseudonyme. La vérité, brutale, lui revint. Son premier personnage, Snowman, avait échoué. Désormais plongé dans des souvenirs enfouis, Séol se revoyait fouiller frénétiquement des archives dans une bibliothèque. Les aventures qu'il avait vécues et dirigées sur le plateau de jeu avaient laissé une empreinte indélébile dans le monde réel. Il découvrit que ces 30 personnages avaient marqué l'histoire de Pandéa au cours des 2 dernières décennies. Le lendemain, Bill guida Séol jusqu'à un cimetière. Ils s'arrêtèrent devant une tombe simple. « C'est ici » murmura Bill. La pierre portait le nom de Oin,
sa petite fille. Son corps n'avait jamais été retrouvé, mais cette tombe lui rendait hommage. Non loin de là, une autre tombe attira l'attention de Séol. Elle portait l'inscription « Un homme qui n'a pas ignoré les épreuves ». Les mains tremblantes, Séol posa doucement la montre sur la tombe et murmura des excuses. L'échec de son personnage le hantait, et la douleur d'un passé qu'il avait tenté d'oublier refaisait surface. À mi-voix, il conclut. Parfois, lancer les dés et obtenir un, c'est tout ce qu'il faut pour échouer. Sa tête et son cœur battirent violemment, tandis qu'une douleur lancinante s'emparait de lui. Ses yeux s'illuminèrent, et un parchemin apparut, indiquant que la montre de poche avait retrouvé son véritable propriétaire. En récompense, Séol obtint un point d'aptitude. Les mains sur les tempes, il tenta de contenir la douleur tandis qu'une notification annonçait que l'héritage de Snowman avait commencé. Murmurant que son esprit allait céder, il comprit que ses souvenirs, bien qu'enfouis, ne s'étaient jamais réellement effacés. Une révélation le frappa. Les 30 personnages qu'il avait contrôlés portaient chacun une part de sa mémoire. Un nouveau parchemin apparut, déclarant que le destin devait être restauré. Une aventure avait été planifiée, et il héritait désormais du souhait inachevé de Snowman. Bill, inquiet, lui demanda s'il allait bien, tentant de le rassurer et l'encourageant à se calmer. Séol, reprenant doucement ses esprits, répondit qu'il allait mieux, ce qui arracha un soupir de soulagement à Bill, qui plaisanta en disant qu'il avait failli devoir creuser une autre tombe. Séol le remercia pour son inquiétude, et Bill, intrigué, observa en lui un véritable mystère. Il lui proposa de revenir le voir en cas de problème, même s'il doutait de pouvoir l'aider autrement qu'en lui vendant quelques montres. Séol sourit, acceptant l'offre, tandis que Bill lui suggérait de retourner au village. En chemin, Séol réfléchissait à l'héritage qu'il venait de recevoir. Dans le monde d'éternité, hériter signifiait acquérir les compétences et objets d'autrui, mais jamais il n'aurait imaginé recevoir un tel héritage d'un ancien pion de jeu. Il réalisa également que Jamad avait hérité de l'une des caractéristiques de Snowman. Une cupidité massive qui offrait un gain d'expérience accru et une chance supplémentaire de débloquer des compétences. Cette aptitude, dont il se souvenait avec clarté, avait permis à Snowman, son premier pion, de progresser rapidement à l'époque, attirant même l'attention des autres dieux fascinés par son potentiel. Malgré cela, Snowman avait péri tragiquement en chutant d'une falaise. Intérieurement, Séol remercia son premier pion et se fit une promesse. Retrouver chacune des 30 pièces dispersées dans Pandéa. À chaque découverte, il récupérerait une part de leurs compétences, et plus important encore, de ses souvenirs. Cela serait la clé pour se préparer à une véritable ascension. Un mois s'écoula, et l'histoire nous transporte dans l'association des aventuriers, où régnait une ambiance tendue. Certains soupiraient, se plaignant de l'inaction du gouvernement, tandis que d'autres tentaient de garder espoir. Les débats autour des prochaines aventures animaient la pièce. Séol, silencieux, examinait le tableau des requêtes. La plupart des missions affichées lui semblaient insignifiantes, voire absurdes, ce qui le poussa à se demander si la médiocrité des offres n'était pas due au fait qu'il s'agissait du dernier jour. Malgré tout, il savait qu'il devait choisir une mission avec soin. Son attention fut attirée par un homme assis seul dans un coin, le visage orné de tatouages rouges, observant les autres en silence. Intrigué, Séol s'approcha. L'homme, le voyant arriver, lui demanda sèchement ce qu'il voulait. Séol répondit calmement qu'il ne semblait pas être une personne ordinaire, ce qui fit rire l'homme. Il admit qu'il cherchait à engager des gardes pour protéger des chariots en transfert. Méfiant, Séol activa son intuition et perçut aussitôt que l'homme mentait. Lorsqu'il demanda pourquoi il devrait lui faire confiance, l'homme rétorqua qu'il n'était pas obligé d'accepter et qu'ils avaient simplement discuté. Pressé par le temps et sans autre option viable, Séol finit par accepter la mission. L'homme, se présentant sous le nom d'Aden, affirma que Séol avait fait un bon choix et lui demanda de veiller sur lui. Séol se présenta à son tour comme Snowman, apprenant ainsi que la mission intitulée Transport de Novira allait bientôt débuter. Non loin de là, 2 hommes observaient la scène. L'un chuchota à son compagnon que Séol tentait de cacher son équipement, mais qu'il était évident qu'il en possédait de qualité. Grâce à sa compétence d'espionnage, il avait entendu une partie de la conversation entre Séol et Aden. Son ami, remarquant la prestance de Séol, hésitait à suivre leur plan, mais l'autre insista. Cela ne faisait qu'un mois qu'ils étaient dans cette région, et leur niveau devait être similaire. Ils décidèrent d'agir, le premier recrutant d'autres personnes à la guilde pendant que l'autre irait parler à Aden. Le lendemain, sur la place de Kongori, l'atmosphère était morose. Beaucoup doutaient de la réussite de l'expédition, certains convaincus qu'ils allaient vers leur perte. Pourtant, alors que l'aventure se préparait, une lueur d'espoir subsistait dans leurs regards, même si leurs paroles semblaient davantage des présages funestes que de véritables encouragements. La mission, Transport de Novira,
consistait à protéger des chariots jusqu'à la ville de Novira, traversant des régions riches en trésors naturels, notamment la grande forêt silencieuse. Le parcours était semé d'embûches, entre les attaques de bandits et les chasseurs de ruines. Séol se souvenait de cette aventure, ou plutôt, il en gardait des bribes à travers les souvenirs de Snowman, son premier pion, qu'il avait réussi avant de périr lors d'une autre quête. Aden, souriant, annonça que Séol arrivait juste à temps et lui présenta d'autres hommes prêts à rejoindre l'équipe. Parmi eux, 2 visages familiers attirèrent son attention. Baek Sangu, au teint rouge, et Jinkéol, plus discret, qu'il reconnut comme les hommes l'ayant observé à la guilde. Cependant, ce détail n'importait pas. Ce qui comptait pour Séol, c'était la possibilité que cette mission lui permette de retrouver des traces de son deuxième pion. Aden expliqua que leur rôle serait de rester en réserve, car il y avait déjà suffisamment de gardes pour les chariots. Leur tâche consisterait à surveiller les environs, intervenir en cas de problème et monter la garde la nuit. Il leur désigna un chariot décoré de 3 rubans pour qu'ils puissent s'y reposer. Jinkéol trouva cela suspect, mais Sangu comprit rapidement pourquoi cette mission avait été choisie. Séol restait silencieux, sachant que les aventures en chaîne étaient souvent trompeuses. Facile au début, elles devenaient terriblement difficiles par la suite. Cette mission était cruciale. Il devait la réussir pour retrouver les traces de son deuxième pion et se préparer aux défis à venir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.